Bonjour, bienvenue au symposium Art et Art. Nous sommes sur le site près de la Bibliothèque nationale de France, où se trouve maintenant l'Université de Paris Diderot Paris 7. Aujourd'hui, notre invité est Jennifer Thévenot, qui qui est responsable des activités de programme de l'ICOM. L'ICOM est l'International Council of Museums. C'est donc une organisation internationale. C'est une ONG? C'est une ONG, C'est une exactement. ONG, d'accord. Et elle va nous parler en particulier du trafic illicite des œuvres d'art et de la prochaine sortie de la liste rouge sur le Cambodge. C'est à cette occasion que nous avons comme invité quelqu'un que vous connaissez déjà, puisqu'il a fait une remarquable visioconférence en octobre 2008 sur le site d'Encore, dont il est le spécialiste. Donc Claude Jacques est directeur d'études à l'École pratique des hautes études de Paris. Et cet interlocuteur privilégié va poser des questions très pertinentes à notre intervenante. Donc je donne la parole à Jennifer Thévenot. Donc, ICOM, c'est effectivement le Conseil international des musées, un ONG qui a été fondé en 1946, en même temps que l'UNESCO pratiquement. Et quand l'UNESCO, qui était créé avec une division des musées, quand ils ont vu que ICOM était créé avec des professionnels de musées sur le plan international, ils ont fermé leur département des musées, ils ont demandé à l'ICOM de s'en occuper, tout ce qui était sujet qui concernait les musées sur le plan international. C'était à l'époque aussi où, juste après où l'UNESCO a lancé leur grande campagne internationale, Abu Simbel, les musées égyptiens, etc. Donc c'est ICOM qui s'est occupé de ces programmes-là. Alors, donc, nous avons environ 27 000 membres dans le monde, dans 152 pays, des professionnels de musées, mais aussi des étudiants, des personnes qui sont en voie des études muséales. Et donc, nous sommes NGO, organisation non profit, but non lucratif. Toutes nos activités de programme donc, doivent être financées par les levées de fonds. Donc, mon secteur, ce dont je m'occupe, je n'ai pas d'argent a priori pour faire ces activités. Je dois aller intéresser les fondations, des associations qui veulent bien financer. Un de nos concerns principaux, c'est la lutte contre le trafic illicite du patrimoine culturel et la défense. Nous essayons de défendre les droits des pays dans cette lutte, pour essayer de les aider à garder leur patrimoine et donc leur identité, qui est étroitement liés, bien sûr. Alors, quels sont les moyens d'un ONG comme ICOM? Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette vaste lutte qui, comme vous savez, est globale et de plus en plus avec la globalisation. Ça concerne beaucoup d'acteurs, beaucoup d'agences, beaucoup de trafiquants. Ça concerne toutes les échelles des trafiquants, parce que quand on vole et quand on vend des objets d'art, ça peut aussi financer des trafics d'armes, les trafics de drogue, etc. C'est un problème très, très, très complexe. Donc, nous essayons nous n'avons pas de poids légal. Nous ne pouvons pas montrer en disant « ICOM a fait les lois, donc vous êtes obligé, vous avez acheté ça, vous ne pouvez pas prouver, vous êtes obligé de le rendre ». C'est très, très compliqué. Il y a les législations nationales, il y a des conventions internationales et justement, nous travaillons avec l'UNESCO pour promouvoir
leur convention et avec l'UNIDROIT qui lutte contre le trafic illicite. Est-ce que vous pourriez dire 2-3 mots sur UNIDROIT, parce que c'est une notion que tout le monde ne connaît pas forcément. Ah oui, alors UNIDROIT, c'est une organisation indépendante, intergouvernementale de droit privé. Donc, ils ont une convention, ils ont établi une convention avec l'UNESCO et ICOM qui les a aidés à établir cette convention qui s'appelle la Convention de 1995 qui concerne le retour et restitution des objets volés. Mais UNIDROIT ne s'occupe pas uniquement du trafic illicite, il touche à beaucoup d'autres secteurs du droit privé. Donc voilà, un de nos partenaires aussi, nous travaillons avec Interpol, avec le bureau français OCBC pour la protection des biens culturels. Qu'est-ce que c'est l'OCBC? Alors c'est Office culturel, enfin le bureau culturel pour la protection des biens culturels. C'est pas exactement le même l'acronyme, mais donc ils sont très, ça appartient ça dépend du ministère des Affaires étrangères, je crois. C'est et la gendarmerie et les différents secteurs. Et ils sont très. Ministère de l'Intérieur plutôt. Oui, oui voilà. Oui, exactement. Voilà, oui, vous avez raison. Oui, c'est plutôt ministère de l'Intérieur. Et ils sont très, très actifs et très efficaces. Et aussi avec, nous travaillons aussi avec la World Customs Organization, les douanes, qui sont partout dans le monde. Donc, alors, quels sont les moyens de l'ICOM si nous n'avons pas de moyens légaux? C'est surtout, nous avons une tâche de sensibilisation. Donc, awareness raising, en fait, on doit essayer de passer le message, de faire les alertes. Alors, nous faisons des publications, différentes sortes de publications que nous imprimons en des milliers d'exemplaires et que nous diffusons partout dans le monde aux policiers via les bureaux d'Interpol, aux customs, les bureaux de customs, enfin les douanes, les musées, et surtout les maisons de vente. Parce que nous avons, pendant un temps, les organisations comme la nôtre et les maisons de vente, ils étaient un petit peu toujours en conflit. Maintenant, on a adopté une attitude, on veut vraiment, parce que c'est pas dans leur intérêt d'avoir la réputation de vendre les objets volés, donc on veut vraiment travailler plus avec eux et arriver à une entente, plus au point. Donc, deux sortes de publications. Une petite question, oui. Avez-vous un site internet? Je suppose que oui. Oui, absolument. Donc, c'est www.ecom.museum. Parce que nous avons, .museum, c'est le point museum, c'est le domain name. D'accord. Voilà. Le haut domaine. Oui, le haut domaine. Donc, donc, oui, il y a beaucoup d'informations sur toutes les activités, des documents, des bibliographies, enfin des activités, des comités, parce que structure, c'est assez complet. Il y a des comités nationaux, des comités internationaux qui se concentrent sur un sujet donné, comme la documentation, la conservation. Chaque fois qu'il y a suffisamment de membres qui considèrent que c'est important d'avoir un comité sur un sujet donné pour faciliter leurs travaux, on peut créer un comité international. Après, il y a des alliances régionales. Donc, on essaie vraiment d'encourager le réseau de travailler ensemble pour un échange d'expériences et enrichissement mutuel. Alors, pour revenir à nos publications de sensibilisation sur le trafic illicite, il y a deux sortes. L'un qui s'appelle les 100 objets disparus,
Et c'est des genres de petites brochures, au fait, et qui publient, enfin, il y a des articles, il y a sur la situation, pourquoi il faut protéger ces objets. Et ensuite, il y a des photos, il y a des documentations sur les objets qui ont été volés. Donc ça, c'est le premier qu'on avait fait, justement, sur sur le site d'Encore. Et donc, vous avez la photo, la description des objets, où ils ont été volés, la date, l'inventaire. Tous ces objets que nous publions dans ces livres ont été déclarés à Interpol. Donc, c'est très important et nous encourageons à chaque occasion des pays de faire les rapports à Interpol, d'envoyer les documents sur les objets volés, parce que sinon, quand un objet est volé, c'est presque impossible de le récupérer si ce n'est pas documenté. Donc, une question, je prie. Est-ce que on retrouve ces objets volés comme on le voit sur le site d'Interpol ou sur le site, je ne sais plus duquel, j'avais travaillé notamment sur le pillage en Irak. Est-ce que on le retrouve sur votre les objets, est-ce qu'on les retrouve sur votre site ou on les trouve uniquement dans ces livres? Ces livres-là ne sont pas encore en ligne. Nous sommes en train de remodeler le site web et nous allons les publier en ligne. Le deuxième, les listes rouges sont en ligne. Donc la liste rouge sur toutes les listes rouges sur le Cambodge. Oui, voilà, pas encore parce que c'est pas encore imprimé, mais je vais vous dire ça. D'accord. Alors ça donc encore, c'était le premier, il était vite épuisé et donc on a publié une réédition et la réédition on l'a publiée avec des objets qui ont été trouvés grâce à la première édition. Très bien. Ces objets ont été identifié, soit chez des antiquaires. L'un a été identifié au Metropolitan Museum, qui a bien voulu le restituer. D'autres ont été identifiés à Sotheby's, puis ailleurs. Et maintenant, ils sont au Musée national de Cambodge, au Phnom Penh. Donc, et ils ne sont pas les seuls. Après, il y a eu... Je crois savoir que certaines pièces, ce sont les propriétaires eux-mêmes, enfin, en tous les cas, les collectionneurs eux-mêmes qui les ont rendus. Oui. J'ai des exemples précis. Oui. Il y a des Américains sont venus à Phnom Penh rendre les pièces parce qu'ils ont vu qu'elles avaient été volées. Mais c'était un cas vraiment exceptionnel. Oui, ils ne savaient pas. Ils les avaient achetés en toute bonne foi. Voilà. Oui, c'est pas fréquent. Oui. Mais c'est intéressant, tout à l'heure vous parliez de la Convention Unidroit. Oui. Il faut savoir qu'un grand syndicat d'antiquaires français a déclaré qu'il ne ferait plus partie de la CIDOA, qui est un organisme où se réunissent les plus grands marchands et les plus grands antiquaires, parce qu'il ne voulait pas signer la Convention Unidroit. Oui. C'est un syndicat très très connu, que tout le monde connaît. Hein. Oui, donc, parce que la Convention de Unidroit demande des mesures beaucoup plus draconiennes que la Convention de l'UNESCO. Il faut prévoir un dédommagement à celui qui le détenait s'il veut bien le rendre. Et puis, il y a des périodes plus ou moins distinctes. Alors, la Convention de l'UNESCO est assez... Elle est indicative, oui, mais elle n'est pas, comme vous dites, elle n'a pas de poids juridique. C'est ça, voilà. Elle est indicative et puis elle est valable vraiment dans la mesure où les pays ont ratifié et qu'ils ont établi leur propre législation nationale. Oui, donc voilà, ça c'est un type d'outil. Nous avons publié donc ce encore avec la concurrence de École française d'Extrême-Orient. On a publié aussi pour l'Afrique, pour Amérique latine, pour l'Europe, 4 pays en Europe, France, Italie, Hongrie et République tchèque. Et nous sommes en train d'en faire un pour les pays arabes, ce qui est très difficile parce qu'avoir les informations sur les objets volés des pays arabes, c'est un vrai défi. Ah bon? Et pourquoi? Je crois qu'il...
Oui, et je crois qu'ils n'ont pas l'habitude, je crois qu'il faut vraiment s'asseoir avec eux et dire, bon voilà, c'est comme ça on a besoin de ça, vous voyez. Ils n'ont pas l'habitude d'envoyer les rapports. Une fois par semaine, on reçoit un rapport de la Grèce, par exemple, les icônes qui sont volées, mais les Arabes, ils ont jamais fait ça. Ah oui, parce qu'ils sont pas. C'est intéressant ce que vous dites, parce que une des pistes pour la compréhension, c'est qu'en fait, comme certains pays d'Afrique notamment, ont des merveilles qu'ils n'ont pas encore pensé à protéger, et donc il n'y a pas toutes les structures, les infrastructures qui le permettent. Voilà. Donc dans les pays arabes, notamment, on l'a vu en Irak et en Corse, il y a eu un travail de fait grâce à la médiatisation du problème. Ils ne doivent pas avoir les structures qui leur permettent de répondre à vos demandes. Voilà, et aujourd'hui, on voit les fabuleux musées qui sont en train d'être construits dans les pays arabes. Oui, ça va changer. Le musée islamique du Qatar, c'est les state of the art museums, mais le personnel, ils n'ont pas eu cette tradition de formation en muséologie. Oui, bien sûr. Et ça manque beaucoup la formation, les démarches à faire. Oui, mais en fait, comment dire, ce n'est pas une tradition, c'est quelque chose de tout à fait récent, même en Europe. C'est ça. En fait. Hein. Donc, les cheikhs, ils avaient leur collection, leur palais, mais ils n'avaient pas vraiment des musées. Donc maintenant, c'est tout un travail à faire. Je crois que vous avez fait il y a quelques années une plaquette comme encore sur les églises volées, parce qu'en France, ce sont les églises qui sont le plus volées. Je crois que vous avez fait une plaquette spéciale, comme ça, noire, sur les choses volées dans les églises. Sur le centre objet de l'Europe, la partie France, la plupart, c'est les objets qui viennent des églises. Oui. On n'a pas fait un... On en avait parlé lors du déjeuner avec M. Jacques, que l'église de Saint-Jean-Basile en Auvergne avait été volée d'une statue Vierge Noire fort connue. Elle est disparue pendant 20 ans, elle est partie aux États-Unis, elle a été retrouvée en Espagne, et c'est le commandant Darty qui est décédé, qui l'avait retournée à Saint-Jean-Basile. Mais vous m'aviez dit lors du repas que je crois que ça avait dû être payé, en fait. C'est vous qui l'avez dit. On a dû indemniser le collectionneur en Espagne. Oui. Le Conseil général qui a dû payer le département, qui a dû payer l'œuvre retrouvée. Oui. Et ça fait erreur de ma part, cette pièce-là, elle n'avait pas été trouvée grâce à un catalogue de vente publique, non? C'est pas celle-ci? Parce que très souvent, on les retrouve aussi grâce aux ventes publiques. Oui. Mais enfin, c'est un très bon outil quand on peut identifier une pièce, on sait que c'était volé. Alors, c'est le deuxième type d'outils que nous avons, ces petites plaquettes, s'appellent les listes rouges. Alors, la première a été faite pour, je ne l'ai pas apporté, c'était sur l'Afrique, ensuite l'Amérique latine. Quel pays d'Afrique? C'était les catégories, c'était par exemple les NOC, on voit plein sur le marché encore aujourd'hui, les djennés, les pièces archéologiques, donc du Mali, du Burkina Faso, il y avait 9 catégories, c'était fait en forme de fiches assez grandes. D'accord. Donc le premier dans ce format-là, c'était pour l'Irak. Alors on avait décidé de faire ça, et comme ça s'appelle la liste rouge d'urgence, parce que c'était pendant une réunion à Interpol, à Lyon. Les experts étaient réunis et c'était juste au moment de la guerre, en fait, et juste à cette période-là. Et ils ont dit, oh là là, il faut faire quelque chose pour protéger les objets, ils vont vite sortir de l'Irak, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y avait des représentants du département d'État des USA, et ils ont dit, si on faisait une liste rouge pour publier l'information sur les objets il faut vraiment faire attention. Et si on voit des pièces comme ça sur le marché, il faut vraiment vérifier que ce ne sont pas des pièces volées. Et si on ne peut pas vérifier, il ne faut pas les acheter ni les vendre sans être sûr. Donc ça, les pièces, les images que vous voyez là, ce ne sont pas des pièces volées. Ils sont copyright musée de Bagdad, etc. Ce sont des pièces, sauf celle-ci. Mais ça représente des catégories d'objets. Ah, d'accord. Les images sont choisies pour être représentatives tout un groupe d'objets. Donc, si on voit
quelque chose qui ressemble à ça, il faut dire, c'est peut-être quelque chose de volé. Donc, il faut que je vérifie, il faut que je demande des papiers. Il peut y avoir des voilà. malentendus, c'est que les personnes peuvent s'imaginer que ce sont les pièces volées. En fait, non, c'est simplement pour donner l'idée de ce qui pourrait être volé. C'est ça, voilà. Et on a eu cette malentendu, justement, pour une pièce qui ressemble à celle-ci, qui est un clou de fondation, 6000 ans avant Jésus. Qu'est-ce que c'est, c'est un clou de fondation quand on crée un bâtiment, voilà. Parce que nous, par exemple, dans les églises, il y avait ce qu'on appelle une pierre de fondation. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est ça, d'accord. Et c'est vrai, c'est une belle pièce, c'est en fer, ça représente c'est une femme, c'est une divinité, c'est une belle pièce. Alors, la délégation de l'Irak à l'UNESCO, ils ont vu ça sur la liste rouge et une pièce similaire apparaissait sur la couverture d'une vente aux enchères à l'hôtel Drouot. Donc, ils ont dit, oh là là, ça c'est à nous, c'est prouvé, c'est dans la liste rouge. Donc, ils sont allés en force avec les caméras, les télévisions, les journalistes. Et alors, quand la pièce était mise le commissaire-priseur a commencé à vendre, ils sont tous levés en disant « volez, volez !» Et alors, la police a pu saisir la pièce, mais s'il n'y a pas de preuve, il peut le garder pendant un certain temps. Et en fait, le collectionneur, ça a été acheté pour 250 000 euros, cette petite pièce. Et l'affaire est devant le parquet maintenant. Mais une affaire comme ça, quand il n'y a pas de preuves, papier, photos, ça peut durer de longues années. C'est évident que ça vient de l'Irak, mais il faut prouver que ça a été volé, quelle date, et ça c'est assez difficile. Et aussi au collectionneur de prouver comment il a acheté, quand, à qui, le certificat, etc. Il est obligé. Oui, donc. les certificats. Voilà. Donc il n'y a pas de certificat. Donc, mais mais la législation dit ça, donc c'est ça le problème. Oui, la législation. Voilà. C'est le problème. On a évoqué ça avec. Ça n'a jamais arrêté personne. Absolument. Mais on a évoqué avec Jacques Fitzgerald, qui est très intéressant aussi, qui est lui spécialiste du droit de l'art. Il expliquait que, par exemple, tous les inspecteurs, enfin les gens qui font l'école des impôts, n'ont pas de formation spécifique en art. Oui. Donc pour eux, c'est déjà très difficile de déterminer des problèmes dans ce domaine, mais c'est la même chose pour la magistrature. Ils n'ont pas de formation adéquate. Et on a eu ici aussi en visioconférence Madame Gargalio, qui est l'ayant droit de Gargalio, qui expliquait, ça lui coûte des fortunes les procès qu'elle a. On a eu aussi Catherine Prouvé, qui est la fille de Prouvé, qui expliquait qu'elle savait par exemple que tel grand marchand, par exemple pour Prouvé, écoule, et qui est connu, qui fait de la publicité, n'écoule que des faux. Mais son problème, elle le sait, mais son problème, ça lui coûte une fortune de pouvoir le prouver. Oui. Et les juges ne la suivent pas. Par exemple, Madame Gargalio, elle était certaine, elle avait les preuves que c'était des fausses sculptures de Gargalio. Et le juge a dit, écoutez, la personne qui a acheté ou la marchande qui a ça semble de bonne foi, donc l'affaire est déboutée et la personne s'est empressée de la remettre sur le marché alors que c'est un faux. Voilà. Oui. Donc c'est les problèmes que vous avez. Voilà, et chaque cas est différent et n'est pas aidé par le fait que la législation dans tous les pays sont différentes. Il n'y a pas une concordance, une harmonisation de la législation et les criminels savent ça. Ils savent comment jouer sur est-ce qu'il faut enlever une pièce de la France et le mettre en Belgique pendant 5 ans, ou ils savent dans quel pays peut sortir une pièce et le vendre. En Suisse, on peut la mettre en Suisse parce qu'il n'y a pas de le recel de vol d'art n'existe pas en Suisse. Voilà, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'œuvres d'art en 39-45 sont passées en Suisse. Ils ont fait des nouveaux lois. Ils ont arrêté les francs-ports. Ils sont en train de changer beaucoup de choses. Ils ont fermé le franc-port, mais bon, ça va se trouver ailleurs. Mais donc, oui. Excusez-moi, quand un objet est volé, on a le droit, disons légalement, d'essayer de le retrouver pendant des années, des centaines d'années. En France, il n'y a pas de limite. Non, en France, il n'y a pas de limite. En France, il n'y a pas de limite. Mais comme dit Madame, ça dépend des pays. En France, il n'y a aucune limite. Mais il y avait un aspect évoqué il y a quelques instants. En France aussi,
c'est celui qui réclame l'objet, qui dit l'objet est à moi, qui est obligé de le prouver. Voilà. Mais celui qui le détient, il n'est pas obligé. C'est pour ça que quand on se promène chez les commissaires-priseurs avec nos listes, ils peuvent dire bah, c'est joli ça. Bon, d'accord. Et alors Et alors, Et alors Et alors, la deuxième qu'on avait publiée aussi avec les fonds du département d'État, c'était sur l'Afghanistan. Donc, on a eu pas mal plusieurs pièces identifiées grâce à cette liste rouge ils ont traversé les frontières, surtout via le Pakistan. Donc, la plupart des pièces qui sont interceptées, ils quittent l'Afghanistan et ils vont au Pakistan. Troisième liste rouge pour le Pérou. Ah, le Pérou, Donc, oui, bien sûr. Oui, les tissus fantastiques, voilà. Oui. On a présenté cette liste au musée Guimet au Quai Branly, oui, merci. Au moment où il y avait l'exposition des paracas, de ces merveilleux tissus paracas. Oui, la liste rouge afghan, on a présenté ça au Guimet, quand il y avait l'exposition des trésors, voilà, les trésors. Donc, oui, il y a des choses. Le Pérou est très riche et très volé, très pillé. Ah, oui, c'est ça. Voilà. Oui, mais c'est tellement immense. Voilà. C'est ce que, oui, c'est ça. C'est ce que disait Claude Jacques. C'est tellement immense. Angkor est un peu l'exception, si vous voulez. Oui. C'est gardé, en effet. Ça a été formé c'est la France qui a formé les gardiens. Et les choses se passent pas trop mal. On peut dire que d'Angkor, il se vole pratiquement plus rien maintenant. Mais il y a des milliers de sites au Cambodge. Et on ne peut pas mettre un gardien dans tous les sites, surtout ceux qui sont dans la forêt. Et c'est très difficile. Alors, bon, si vous me laissez parler, il y en a pour longtemps. Il y a le drame, si vous voulez. Le drame, c'est que, bon, si je comprends bien, le trafic des objets d'art est à peu près le même, le chiffre d'affaires est à peu près le même que celui de la drogue, actuellement. C'est moi. C'est juste là, avec les armes, la drogue et l'art, et peut-être troisième. Je croyais que c'était en troisième position. Mais c'est presque... C'est effrayant, quoi. Voilà. Et ça devient une folie. Enfin bon, en passant tout à fait en dehors des objets volés, on a vu la vente des objets de comment dire, Saint-Laurent, qui est arrivé à des prix absolument incroyables. Les gens, je veux dire, on collectionne des objets pour placer de l'argent, pratiquement, et ça n'a plus rien à voir avec ce qu'est l'objet lui-même. Oui, mais l'affaire Berger peut avoir aussi un double sens, parce qu'on sait que M. Pierre Berger est un homme très intelligent. Il se peut aussi, parce que en fait, il y a déjà une législation depuis. Je me souviens, parce qu'on avait travaillé dessus sur la législation, vous savez, qui interdit l'achat d'œuvres d'art chinoises. On avait déjà travaillé là-dessus à New York en 2005 déjà, où tous les marchands new-yorkais étaient fort embêtés parce qu'aux États-Unis, ils sont quand même très très coincés, contrairement à nous. Mais pour l'affaire Berger, je me trompe peut-être, mais c'est plus une opération de marketing, parce que Pierre Berger, n'étant pas connu à l'international en tant que commissaire-priseur, avait absolument besoin de se faire connaître sur les nouveaux marchés. Et qui sait, peut-être que l'on verra bientôt une négociation entre Pierre Berger et le gouvernement chinois qui va lui ouvrir toutes grandes les portes. Oui, vous voyez, de la renommée. Ce n'est pas impossible. Hein. On va suivre ça. Hein. Donc, c'est des jeux un peu... Parce que tout le monde en a parlé, en fait, et maintenant, tout le monde connaît Pierre Berger. Hein. Donc, pour revenir au Cambodge, moi, je voulais parler du scandale que ça représente, puisque je sais de sources sûres, premièrement, que les pierres qui sont vendues, qui partent du Cambodge, qui sont prises dans les monuments, on les arrache, on travaille on arrache des morceaux de bas-relief à coups de burin d'une façon parfaitement sauvage. Mais et les gens... C'était aussi, il avait arraché à coups de burin aussi ou non? Oui. Il avait aminci les pierres. Oui. Non, mais il a pas taillé. Alors, il faut pas... Non, Malraux... il avait quand même du goût, oui. Disons que
d'abord, il avait du goût, il n'a rien découvert, puisque Oui, c'était pas nouveau. on connaissait parfaitement Tout le à fait. coin. Le monument était complètement par terre, si vous voulez. Il n'a pas taillé dans un monument. Le monument était complètement... Maintenant, c'est Banteay Srail, tout le monde le sait. Banteay Srail a été reconstruit et les pièces qu'avait volées Malraux sont en place, si vous voulez. Mais Malraux a pris des pierres par terre D'accord. et il les a amincies. Parce que c'était des pierres de mur qui devaient mesurer, je sais pas, je vous montre ça au pif, hein, un petit peu. Et donc il les a coupées en deux. Pour les transporter. Pour que ce soit moins lourd, simplement. Mais non, mais ça, c'est tout à fait différent. Là il s'agit de bas-reliefs qui sont vandalisés absolument pour avoir de petits morceaux. Ouais. Ah oui, Et d'accord. je sais de sources sûres que les villageois qui font ça, hein, qui sont très pauvres, il faut quand même Ça aussi. penser à la misère, Bien sûr. touchent 2 $ Ouais. par morceau qui est vendable. Le reste, ça fait du gravier dans le temple. Hein. Je peux montrer des photos de ce genre de choses. Alors, vous imaginez qu'on peut dire que ce sont les Cambodgiens qui vendent leurs affaires. Hein, c'est pas vraiment eux qui font fortune avec. Hein, parce que il y a une nette inflation pour arriver à Paris, à New York ou au Japon. Bien sûr. Alors, vous avez, c'est là, les trafiquants, ils sont là. Hein, et bon, je sais pas. Il y a des choses comme ça, on n'arrive pas à les trouver. Et donc, vous avez Alors fait donc, une liste. pour le Cambodge, pour essayer d'enrayer un peu ce triste phénomène, ça serait le prochain liste qui va sortir bientôt. Et ça, ce sont des chrysalides que je viens de voir hier. Et donc, on va imprimer cette... Des Chromala, osalides, oui. osalides Non, de contrôle. ça, chromala. Et osalides de contrôle. Mais Oui, peu importe, c'est ce très sont bien. des chromalas, On a oui. compris, on a compris. Et donc, voilà, on va le publier en anglais, français, allemand, khmer et thaï. Donc, voilà, ça c'est... Alors, avec tous ces objets-là. Et justement, il y a un petit morceau, enfin, il doit être assez grand ce morceau quand même, de bas-relief, mais donc, Oui, qui vient de parler, Claude Je suis Jacques. un peu responsable de tout. Ah bon? Alors donc, Claude Non, mais Jacques dit pas qu'il est bon. un peu responsable de Oui, ce ça retour. c'est le bas-relief de Banteay Srail, de Banteay Chmar. C'est une partie, c'est au musée mais aujourd'hui. Enfin, je suis un peu responsable. C'est pas moi. Les Thaïs ont arrêté, la police thaï a arrêté un camion, par hasard d'ailleurs, qui contenait 119 pierres d'un bas-relief qui représentait à peu près d'un relief de 3 mètres de haut sur 6 ou 7 mètres. Il est actuellement au musée, mais en réalité, il en manque une vingtaine de mètres et il y en a donc bien d'autres qui sont partis. Je sais d'ailleurs absolument pas pourquoi on a volé ça, parce que c'est difficile à placer sur une cheminée dans sa maison, parce que c'est énorme, quoi. Oui, je crois que les pièces qui sont trafiquées sont normalement plus petites, enfin surtout les têtes. Oui, oui. Alors ouais. je serais très intéressé, parce que sur votre liste, il y a une inscription et historiée. Et alors je serais intéressé de savoir si on vous signale des inscriptions volées chez les antiquaires. Parce que moi, pour l'instant, c'est ma spécialité. Hein. J'ai reçu pas mal de photos d'inscriptions qui se trouvaient chez les antiquaires. Il y a 90% de faux. Ah oui. Hein. Oui, là Alors aussi. ça, c'est Oui. pas très facile. Enfin, Oui. dès qu'on sait lire, on se rend compte que c'est un faux, puisque ce sont des lettres les unes à côté des autres. Et ça n'a pas de sens, c'est même imprononçable dans la langue. Hein. Donc c'est le marché illicite du marché illicite, en fait. presque. Alors, Non. oui, mais il se trouve que malheureusement, les collectionneurs se moquent complètement, achètent. Alors là aussi, ça fait partie de mes mystères. Les collectionneurs achètent des inscriptions sans s'intéresser à ce qui est écrit. Oui, ils trouvent Moi, ça beau. depuis je sais pas, 5 ou 6 ans, je sais que Christie a vendu des inscriptions à New York. J'ai eu les photos de catalogue, je peux pas les lire. Ouais. Mais elles sont assez, les photos sont belles, très mais je ne fort, peux hein. pas les lire. Ouais, ouais. J'ai fait demander par des amis. Je m'intéresse absolument pas au nom
de l'acheteur. Ils sont aux États-Unis, il n'est pas question de les récupérer. Mais les inscriptions du Cambodge sont les seuls écrits qui restent pour fabriquer l'histoire du Cambodge. Oui, oui. Il n'y a plus d'écrits autrement que sur la pierre. Alors, c'est volé des archives. Et j'ai fait demander simplement une photo nette de l'inscription, sans savoir à qui elle était. Et j'ai dit, bon, ben, si vous voulez, moi, si j'ai une photo nette, je vous dirai ce qu'il y a sur l'inscription. Eh bien, ça fait 5 ans que j'attends la photo, c'est rien. Oui, mais ça c'est On s'en moque. Donc auprès des commissaires-priseurs, On s'en moque. ils ont toujours très peur justement qu'on Et alors, on retrouve donne, des pièces volées. et on donne des dates pour les inscriptions qui sont toutes fausses. Hein. C'est remarquable, ils disent n'importe quoi pour les dates. Ah, oui, c'est... Dans beaucoup Parce de que c'est périodes, facile. hein. Je peux vous dire que c'est facile à dater. Oui, mais pour L'écriture, vous, mais- bah oui, bah Ils ont pour des moi, experts souvent qui ne sont pas vraiment des experts. puisque Ouais. c'est vrai. Les experts Ils sont experts en tout. Non, mais les experts de vente publique ne sont Oui. pas les mêmes que Non. les experts indépendants Non, souvent. c'est sûr, hein. oui. Donc, C'est pas les vrais l'expert scientifiques. indépendant, il a une responsabilité de trentenaire, de 30 ans, alors qu'avant, donc maintenant, par exemple, ils ont des années, c'est quand même 10 ans, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas le même statut. Hein, donc, C'est pas les vrais Oui, scientifiques. oui, c'est... Et ça dépend en plus des experts selon les pays là aussi. Oui, oui, On oui. rejoint ce que vous disiez, qu'il faut suivre les législations aussi selon les pays. Hein. Voilà, Donc, oui, ouais. oui, oui. Un peu plus fort, un peu plus fort, parce qu'on n'entend pas. Oui, j'ai une question concernant le Cambodge. Qu'est-ce qui a été inventorié et qu'est-ce qui a été un peu localisé, photographié, justement pour éviter les fraudes? Chez vous, à l'ICOM, par exemple. Vous connaissez peut-être mieux que moi Le quoi qui a Qu'est-ce été qui a été inventorié Qu'est-ce qui a été inventorié au et Cambodge? photographié. Et... Des moyens de... Mais récemment? Ah bah si vous voulez, le dépôt de la conservation d'Angkor, bon, c'est l'école française d'Extrême-Orient qui a eu toute l'archéologie du Cambodge entre les mains pendant à peu près, pas un siècle, mais enfin pendant longtemps. Ça s'est arrêté en 1970, enfin pendant la guerre en fait. Hein. Bien. Le dépôt de la conservation d'Angkor avait à peu près 8000 numéros, lesquels sont tous photographiés. Alors il y a les photos se trouvent à Phnom Penh et se trouvent toutes à l'école française d'Extrême-Orient. Tout ça vient de Et là. normalement également au musée Guimet. Et on a récupéré des pièces comme ça, parce qu'il y a des photos qui sont passées. Il y a eu un trafic quand les Vietnamiens occupaient. Ils sont un peu servis dans le dépôt de la conservation d'Angkor, où ils ont eu pendant un temps, c'était merveilleux, c'était leur quartier général. Le quartier général des troupes était dans la conservation. Et on a arrêté en France des pièces qui transitaient par la France, qui venaient de Hanoï et qui allaient à Prague. Et il y avait les numéros, les numéros étaient inscrits sur les pierres, c'était facile, elles étaient très faciles à identifier, Et celles-là. c'est d'ailleurs grâce à cette école cette fameuse école que André Malraux s'est fait prendre tout de suite. Parce qu'ils avaient fait déjà un travail remarquable. Oh, Si, oui, quand même. enfin, Il avait- disons-le. c'était Ah non, mais moi, je déjà inventorié, suis il un avait- ancien. c'est déjà le Je livre. suis ancien membre de l'école. Alors, Je tiens à mon école. Alors. C'est pas le problème. Non, Malraux est allé à Banteay Srey, qui est à une trentaine de kilomètres d'Angkor. Il s'est absolument pas caché. non, absolument. Hein, Ah et oui, il oui, explique tout qu'il à a fait. découvert Il le. le dit, oui, oui. Il s'est absolument pas caché. Il a mis ses pierres en boîte. Ah oui, tout à fait. Quand le conservateur d'Angkor a entendu parler de ces pierres qui ont été mises sur bateau, à l'époque il y avait un bateau, il y avait les messageries fluviales qui allaient à Phnom Penh. Il a téléphoné à Phnom Penh en disant prière d'arrêter les caisses de M. Malraux. Il s'est été fait comme ça. Je veux dire, ça s'est fait étonnamment simplement. Il n'a rien caché, Malraux, à ce moment-là. Oui, mais parce qu'il y a aussi quand même une connaissance, comme vous disiez, sur le terrain. C'était déjà quand même, c'est la Oui, question. puis il avait- C'était quand même bien inventorié. Il l'avait déjà, si je ne me trompe pas, Il avait lu trouvé l'article. grâce à un article. Bon, voilà. il avait lu avait l'article pensé, du voilà. bulletin de l'école Voilà. française Tout à fait, d'Extrême-Orient, tout à fait. C'est comme ça qui qu'il avait publiait l'idée. des photos et qui Tout à fait. publiait les photos du site. Ça, Voilà. c'était pas très difficile. Voilà. Et c'était une commande allemande, d'ailleurs. C'était un antiquaire allemand qui lui avait demandé de... Donc c'était de déjà rapporter les inventorié. pierres. Hein. Donc il y a déjà... Il n'y a pas eu le site uniquement d'Angkor, il y a d'autres endroits aussi, ou est-ce que ça a été inventorié de la même façon qu'un... Alors, il y a eu, dès si vous voulez, alors c'est difficile, hein, il y a eu, l'école française d'Extrême-Orient a fait faire un inventaire général des monuments du Cambodge par un officier français qui s'ennuyait, qui s'appelait Lunet de la Jonquière, et qui a publié en 3 gros volumes
l'inventaire général des monuments du Cambodge tels qu'ils étaient connus en 1910. Et si je ne me trompe pas, vous l'aviez montré à la première visioconférence que vous aviez fait. Vous aviez apporté, ou c'est toi qui avais apporté, Bernard, les documents là. Vous aviez apporté. C'est moi qui avais apporté voilà, ça. je me souviens très bien. Oui. Désolé, alors Non, si. je suis venu les poches vides. Non, mais je m'en souviens parce que c'était vraiment intéressant. Oui, c'est mais alors, sont visibles donc sur la visioconférence. Depuis, on a découvert un certain nombre de monuments, bien sûr, qui tous ont été inscrits et décrits, hein, mais pas très soigneusement. Et alors, d'autre part, depuis 1990, il y a un membre de l'École française d'Extrême-Orient, Bruno Bruguier, qui, avec une équipe de Cambodgiens, est retourné dans tous les monuments et a fait la carte générale de l'archéologie du Cambodge. Au Cambodge, l'inventaire de l'Uné de la Jonquière fait également l'inventaire de tous les monuments qui se trouvent en Thaïlande, au Laos et au Sud-Vietnam, puisque le Cambodge, le pays khmer, englobait pas toute la Thaïlande, mais une partie de la Thaïlande, le sud du Laos et également le sud du Vietnam. Et, cet inventaire date de 1900. Le dernier volume est apparu en 1912. Alors, ça existe. Alors il y a les photos donc complètes des pièces du musée qui ont été faites, les pièces du dépôt de la conservation d'Angkor, qui est extrêmement riche. Alors c'est là d'ailleurs la plupart des pièces, des pièces volées l'ont été plus à la conservation d'Angkor que dans le musée. Dans le musée, il y a eu des vols, mais beaucoup moins. Je crois que toutes ces pièces-là viennent de dépôts. Oui, c'est fait par d'agence. Voilà. Alors, Jennifer Thévenot, je vois là une liste de contrôles que vous avez aussi éditée. Voilà, c'est ça? de la norme d'Object ID. Au fait, c'était développé par le Getty. Et parce que, bon, comme on avait dit plusieurs fois, quand un objet est volé, c'est pratiquement impossible de le récupérer s'il n'y a pas la documentation. Donc, une photo et une description. Et donc, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur une normalisation des descriptions des objets pour essayer que tout le monde fasse pareil pour faciliter l'envoi de l'information à l'Interpol et puis la description des objets, etc. Donc, ils ont établi ce qu'on appelle la liste de contrôle de la norme d'Object ID. Et ça contient 9 champs, l'information absolument nécessaire pour une identification de l'œuvre. Il n'y a pas de numéro d'inventaire, il n'y a pas d'histoire des prêts, il n'y a pas des choses comme ça. Mais les mesures, les matières techniques, le type d'objet, les signes particuliers, sujet, date ou époque et le fabricant, etc. Et il faut donc assez succinctement, mais donner ces informations et ajouter une photo. Et cette information, quand un objet est volé, si les inventaires contiennent cette information, et quand un objet est volé, il faut l'envoyer tout de suite à l'Interpol, et ce qui permet une action assez rapide, parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, quand un objet est signalé volé, ça va chez Interpol, le FBI, au CBC, les douanes, etc. C'est dans les secondes qui suivent. Donc, on peut arriver à un résultat assez bon parfois. Donc, on l'a traduit, c'est publié sur le site web de l'ICOM déjà dans 15 langues. Et nous encourageons tous nos comités de le traduire dans toutes les langues pour pouvoir l'utiliser. De temps en temps, il y avait des personnes qui disent on voudrait ajouter les champs, on voudrait qu'il y ait un numéro d'inventaire et tout. Et donc, avec le Getty, parce que ICOM est chargé nous avons la licence pour la promotion de cette norme. Et de par le Getty qui garde le copyright. Et alors, on a dit, mais non, il faut garder ça tel quel parce que c'est très utilisable, c'est très succinct, c'est l'information absolument vitale qu'il faut avoir. Après, vous pouvez dans vos inventaires, ajouter d'autres champs, mais il faut garder Object ID tel quel
c'est un nucléus d'informations. Il faut pouvoir extraire rapidement. Donc ça c'est un petit Oui, c'est peu intéressant, oui. Oui. C'est la première étape dans la lutte contre le trafic illicite. Oui, tout à fait. C'est la documentation. Et d'ailleurs, même les assureurs, généralement, préconisent d'avoir ces inventaires, bon, qui sont bien fastidieux pour les vrais collectionneurs, hein, mais bon... C'est ça. AXA, ouais. Art Insure, qui est un Ouais. des plus grands, il Ouais. utilise la Ouais, norme ouais, ouais, Object ouais, ID. ouais, Et voilà. ouais. Donc, il y a d'autres choses dont... Non, ça c'est juste une publication, c'est la lettre des nouvelles de l'ICOM, c'est publié 4 fois par an et c'est aussi un moyen de passer le message sur les problèmes de les patrimoines en danger parce que normalement sur le dos, chaque fois on présente un type de patrimoine ou d'un pays ou des différents supports qui sont des objets en danger. Puis il y a un calendrier pour nos membres, il y a le répertoire, enfin il y a pas mal d'informations sur ICOM dans ces nouvelles. Parce que vous disiez que l'ICOM, en fait, a plusieurs fonctions. C'est bien sûr la surveillance du trafic illicite des objets d'art, mais que cette ONG, cette organisation non gouvernementale, avait d'autres fonctions. Quelles sont-elles? Oui, par exemple, j'organise des ateliers sur les musées et communautés ou le... Qu'est-ce que c'est un musée C'est-à-dire, communauté? c'est pour encourager un échange entre les communautés et les musées. Par exemple, une expérience dont j'étais très contente, c'était à Burkina Faso. C'était des villageois, enfin des personnes qui, très souvent dans les villes, grands ou petits, enfin les citoyens regardent un peu le musée comme un château sur une colline, un peu pas très accessible toujours. Oui. Donc, pour encourager un échange et dire aux gens que vous êtes vraiment ce musée et vous appartenez à ce musée, vos objets. Donc, on a fait une campagne, on a été dans leur village, dans la maison, on a dit, tiens, cette poterie-là, racontez-moi un peu l'histoire. Et puis, donc, ils ont raconté l'histoire et puis, très souvent, c'est eux qui l'ont même fabriqué, ce pot. Et ils ont dit, mais vous savez, il faut mettre ça dans un musée. Quoi? Ça, moi, j'ai quelque chose qui peut être dans un musée, mais si. Donc, ils ont apporté leurs objets dans le musée et on a organisé un espace pour qu'ils puissent les fabriquer en même temps. Donc, ils ont vraiment su, là, que c'était une collaboration, un échange, non seulement des choses séparées. Mais est-ce que ça vient... Parce que, par exemple, en France, on a assisté à ce genre de phénomène avec n'importe qui apporte n'importe quoi dans les musées pour populariser le musée. Mais est-ce que là, ça ne répond pas à un esprit animiste qui fait que dans les maisons, justement, il y a très souvent des objets qui sont des objets sacrés. Et en fait, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'experts sur l'Afrique, des experts français par exemple, vont aller chercher l'ancien, alors que l'Africain, lui, l'ancien, ce n'est pas le problème. Ce qui est important, c'est qu'il soit sacré. Alors, est-ce que c'est des objets comme ça, ou est-ce que c'est des objets... parce que là, en Afrique, c'est spécifique quand même. Oui, et souvent en Afrique, on peut considérer que l'objet, c'est rien du tout. Une fois que c'est créé, c'est l'acte de la création qui est important. L'acte de la création et aussi la cérémonie ou le côté justement, ce qu'on met dedans, quoi. Voilà. Donc c'est l'esprit animiste qu'on met dedans. Oui, mais aussi, c'était donc... les pièces n'étaient pas forcément gardées par le musée, surtout les pièces utilisées pour les rituels, les cérémonies et tout, mais ils étaient expliqués, enfin ils avaient une interprétation, donc tout le symbolisme et tout, et après ils rentraient, donc il y avait vraiment une espèce, un échange. Voilà. Alors nous travaillons aussi sur la protection du patrimoine immatériel. Oui, d'accord. Parce que très important. Très important parce que pour que les objets ne soient, comme vous savez, hors contexte, c'est quelque chose de joli, mais c'est beaucoup moins sans le sens et sans l'historique, c'est pas du tout la même chose.
Donc, nous faisons des promotions de Oui, c'est très protection du important, patrimoine très important. immatériel. On a eu de visioconférences sur ce sujet-là. Ah oui, tout à fait. Oui. On s'intéresse de plus en plus à Oui. tout ce qui est Celui qui a créé immatériel. l'agence du patrimoine immatériel de l'État est venu présenter cette agence. Oui, très bien. Oui, oui. Aussi le tourisme culturel pour établir les règles pour la protection des sites et la bonne participation des touristes et musées. Et aussi, si j'ai bien compris, la communication entre responsables de musées. La communication entre, parce que vous vous réunissez une fois par an, il y a une grande assemblée générale ou plusieurs fois par an? Une fois tous les 3 ans, il y a la conférence générale qui réunit environ 2000 professionnels avec l'Assemblée générale. Ça dure une dizaine de jours avec toutes les activités, sur tous les sujets, tous les comités. Donc c'est très très riche. Une fois par an, il y a là en juin, nous allons voir les réunions des comités consultatifs et exécutifs qui sont plutôt les réunions administratives, mais on essaie d'ajouter toujours les volets professionnels. Une journée, nous avons créé aussi la Journée internationale des musées, qui est le 18 mai, donc qui va arriver c'est bientôt. à votre initiative? Voilà. Ah, très bien. Et donc, nous publions sur le site, il y a un thème chaque année. Et donc, nous donnons au comité des exemples de choses qu'ils peuvent faire, des expositions ou des activités. C'est assez bien suivi. Et après, on publie toutes les activités que les comités ils ont entretenues, ils ont fait sur le site. Voilà. D'accord. Et la présidente actuelle est donc la directrice du musée des Barbades, qui est une toute petite île, mais c'est très intéressant, que j'ai eu la chance de rencontrer là-bas. Oui. Et comment se passait un vote? Comment ça se passe pour ce sont des conservateurs de musées qui sont élus. Comment ça se fonctionne? C'est politique ou c'est vraiment un vote? Non, c'est vraiment un vote. Chaque comité a, je crois que c'est 5 votes. Donc chaque comité doit désigner les membres votants qui votent pendant l'Assemblée générale. Pour le président, pour tout le bureau exécutif. Et le comité, c'est un pays, c'est ça? Donc c'est 152 comités? Oui, voilà. D'accord, oui. D'accord. Oui. D'accord. Et les comités nationaux, ils ont 5 votes, et les comités internationaux, je crois qu'ils ont 2 votes. C'est basé sur la nationalité, en fait. Hein? Parce qu'un comité, c'est par pays. Donc ça fonctionne comme ça. Oui, voilà. D'accord, oui. D'accord. Oui, madame, s'il vous plaît, vous pouvez nous citer des œuvres immatérielles? Les œuvres immatérielles, c'est quoi? C'est comme... en fait, ça couvre beaucoup de choses, mais par exemple, bon, les plus évidents, c'est la danse, oui. le chanson, oui. Mais il y a aussi les techniques, les savoir-faire. Il y a aussi les contes rentrent dans cette catégorie, même à une place publique comme cette place au Marrakech, oui. je ne sais pas comment ça... Oui, qui est très connu là. Oui, qui est très connu. Mais donc, un espace culturel, parce que c'est... Et je crois que la France veut nommer la cuisine française. Ouais. Donc, il y a le théâtre Kabuki, par exemple. Oui. Et c'est en fait, si j'ai bien compris, hein, oui. l'esprit de la protection du patrimoine immatériel culturel. D'ailleurs, vous verrez dans la collection Aréar, il va y avoir, avec Claude Rubinovitch, qui est donc venu présenter l'agence du patrimoine immatériel de l'État, qui s'occupe des aspects économiques. Et donc, il y aura une partie justement sur le patrimoine immatériel culturel. Et le but, c'est aussi pour, comme on a tendance à avoir une planète où nous devenons de plus en plus des clones, c'est pour protéger de grandes traditions afin qu'elles ne meurent pas. Les Japonais ont commencé les premiers avec la protection des trésors vivants, ce que l'on appelle les trésors vivants, les grands maîtres qui, de leur vivant, sont protégés par l'État de façon à ce qu'ils puissent transmettre leur technique, leur savoir-faire à des générations qui viendront après. Hein? Dans le domaine immatériel, pour le respect des œuvres, est-ce qu'on peut faire entrer la notion de brevet?
Non, c'est pas. Oui, si. Alors là, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est pour l'aspect économique. C'est immatériel, vous avez raison. C'est considéré, en effet, les brevets sont considérés comme des richesses immatérielles. Et d'ailleurs, l'État français, qui a beaucoup travaillé sur tout ce qui peut rapporter des mannes économiques, a travaillé déjà dessus, donc avec intelligence, puisqu'ils sont en train, Claude Rabinovitch, qui dirige cette agence, va de pays en pays pour convaincre, et en effet, vous avez tout à fait raison, petit à petit, les brevets, même des bases de données audiovisuelles, prennent, on l'a vu, on le comprend maintenant avec les bases de données télévisuelles et audiovisuelles. Si à 20 ans, je vous avais dit, une émission de télévision va valoir de l'argent sur le marché, même une fois passée, vous m'auriez dit c'est pas possible. Maintenant, on a compris. C'est un peu le même principe qui se met en place. Et vous avez raison, les brevets font partie de ça. Oui, aujourd'hui, on parle beaucoup de patrimoine immatériel pour les entreprises, justement, ce qui est, l'intelligence, tout ce qui est science. Donc, il y a, en ce qui concerne l'ICAM, quand moi je parle de patrimoine immatériel, c'est surtout de côté culturel. Mais aujourd'hui, si on précise pas, ça peut être vraiment des intelligences, des brevets. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la visioconférence, on pourra vous la donner en copie ou elle sera bientôt en ligne. Claude Rabinovitch a très bien présenté tout ce qui peut constituer un patrimoine immatériel au niveau mondial. Hein. C'était intéressant parce qu'il y avait des richesses, à la limite, que nous, c'est intéressant, en même temps terrifiant. Hein. C'est-à-dire qu'on voit que on liste même ce qui est virtuel, même l'intelligence virtuelle, et un jour on va vous dire, vous avez ça dans votre cerveau, donc vous valez tant, donc si vous mourrez, les droits de succession seront de tant. On arrive presque à ça, hein, donc c'est assez grave, hein, mais bon voilà. Les États sont en train de lister aussi et de chiffrer ces économies. Les cautions intellectuelles vont être cotées, c'est ça? Oh ben, tout ce que vous voulez, de toute façon l'argent va amener voilà. Ouais. Je voudrais poser une question à M. Claude Jacques et une seconde après à Jennifer Petlo. M. Claude Jacques, vous avez parlé tout à l'heure du rôle de l'École française d'Orient qui a beaucoup d'extrême. Le site de Simrap. D'Extrême-Orient, il précise. Oui. Hein. Et par exemple, le temple de Wat Phu qui se trouve au Laos. Le temple de Wat Phu qui est au Laos, oui. Est-ce que celui-là est aussi protégé que les autres? Il est très bien protégé. C'est un site de l'UNESCO. C'est un site du patrimoine mondial. Alors, il est automatiquement protégé. Les Laotiens y tiennent beaucoup. Un peu confus d'ailleurs, je crois, avec le Cambodge. Non? Oh, pas à propos de Wat Phu, pas du tout. Oh, bah non, c'est vraiment... Le Laos, alors c'est le Laos. C'est le Laos, oui. Non, vous pensez au conflit, un conflit complètement stupide d'ailleurs, comme la plupart des conflits, c'est à propos du temple de Pravillard. Mais bon, le temple de Pravillard, il y a eu des histoires parce qu'il a été question, et il a été inscrit d'ailleurs sur la liste du patrimoine mondial en juillet dernier. Le temple de Pravillard a été déclaré cambodgien par le tribunal international de La Haye il y a 47 ou 48 ans. Je ne vois pas qu'il soit question d'y revenir. Hein. La question est bien tranchée. Alors l'État essaye de faire croire qu'il y a eu un mauvais jugement. Enfin, revenir sur un jugement de La Haye, c'est un peu difficile, quoi. Et c'est d'autant plus stupide que la proposition de classement était le classement non pas du site, mais non pas du temple lui-même, qui est un beau temple, mais du site, parce que le temple arrive sur un espèce d'éperon rocheux et le Cambodge est au pied à 300 ou 400 mètres en dessous. Le site est magnifique. Et il est vrai qu'il est plus facile d'y rentrer par la Thaïlande. Mais c'est un site tout à fait... De toute façon, il a été construit par les Khmers, ça c'est vrai, il y a 1000 ans. Mais d'autre part, il est déclaré Khmer. Il n'y a pas de discussion sur la propriété. Pardon ? Est-ce que les touristes peuvent s'y rendre actuellement ? Oh, je suis pas très au courant. On peut y aller par le Cambodge facilement si on a le courage. On peut arriver. J'ai vu quelqu'un qui avait mis 5 heures en taxi de Siem Reap
Et on peut loger, hein, mais enfin, il ne faut pas être difficile, c'est pas des hôtels de luxe en bas. Et alors, du bas, on peut monter. Les Khmers sont en train de faire une route pour monter. Il y avait qu'un escalier, hein, l'escalier qui date d'ailleurs du XIe siècle, à l'époque où ça a été construit. Mais les Khmers construisent une route et on peut y monter en motodope, comme on dit, c'est-à-dire monter sur le porte-bagages d'une mobilette et vous y montez en, je sais pas, une demi-heure, quoi. C'est dommage, c'était mieux quand avec des escaliers. Ah, j'ai monté on mieux, pouvait monter C'est les protégé escaliers. comme ça. Oui, on était content d'arriver, vous voyez. Oui, aussi, en plus, je suis sûre. Hein, oui, parce oui. que c'est quand même Mais on un méritait, peu là, plus haut que la Tour Eiffel, Ouais. avec des escaliers beaucoup moins réguliers. Mais on pouvait monter là et, enfin, c'est pas moi qui l'ai découvert. Nous avons découvert, on y est allé en décembre 2006 et on a découvert qu'il y avait là un bassin, des barailles comme tous les Khmers et qu'il y avait même une chapelle d'hôpital, c'est-à-dire que, contrairement à ce que l'État y affirmait, c'est qu'il y avait bien une communauté khmer en dessous du temple et que le temple vivait avec la communauté khmer qui est en dessous. Bon, enfin, de toute façon, il y a prescription et le temple est déclaré khmer. Je ne vois pas pourquoi on discuterait de tout cela. Il y a une question de... J'ai une question sur, est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur l'aide financière de la France et de l'Europe pour la conservation du patrimoine? Parce qu'il y a encore pas mal de... Tous les deux, donc on va répondre alors. D'accord. Écoutez, le budget de la conservation, le budget de la conservation, de l'école française d'Extrême-Orient à Angkor est un des très gros budgets de la commission des fouilles du ministère des Affaires étrangères. La France a aidé, la France travaille beaucoup. Je ne peux pas vous donner de chiffres parce que je ne les connais pas, hein. Mais d'abord, la France est en train de finir de restaurer un temple magnifique qui s'appelle le Baphuon, hein, qui va être ouvert au public, qui pour l'instant n'est pas encore tout à fait ouvert au public, parce que ça a été un travail extraordinaire. C'est quand même une pyramide qui fait à la base 150 mètres par 120, vous voyez, hein, c'est-à-dire un monument important, qui se monte sur plusieurs étages. Et ils en sont à faire le dernier étage, à faire pas la pointe, mais enfin la terrasse supérieure. Et d'ici 1 an ou 2, ça devrait être ouvert au public. Alors c'est un travail absolument insensé, d'ailleurs que jamais on penserait à refaire maintenant. Ça a été lancé au début de 1960 comme travail. Moi, je suis arrivé au Cambodge à ce moment-là, et Bernard Grolier, le conservateur, m'a dit dans 10 ans, ça sera fini. Bon, il y a eu 20 ans de guerre, hein, mais vous voyez que... Et puis actuellement, ils ont en plus des moyens que n'avait pas Bernard Grolier. Il y a 3 grues en permanence, il y a un matériel pas comparable avec qu'on a vu à côté, là, mais il y a quand même un matériel assez sérieux. Il doit y avoir 300 ouvriers qui travaillent là. Enfin, c'est un gros chantier. Mais de toute façon, dans l'ensemble, le site d'Angkor est le plus gros chantier archéologique du monde, et de loin. Il faut imaginer que le site d'Angkor tel qu'il est défini, on aurait pu le faire plus loin, mais enfin, il a été défini lors du classement au patrimoine de l'UNESCO comme représentant à peu près 400 km². Vous voyez que ça fait un très grand jardin, hein. Et j'étais là. On a même épaté De Gaulle, je crois. Je ne sais pas si c'était facile à faire, mais j'étais là en 1966, il n'en revenait pas. Et donc... C'est quand même une constante de la politique française, parce que je sais que pour le Vietnam, d'après mes renseignements, la France est le premier, disons, financeur, disons, européen, même Oui. pour Ça, la ça, restauration. il semble que ça a évolué vers le bas, non? Non? Parce que Ben, je sais, j'ai pas entendu ouais, dire ouais. qu'au Cambodge, Au Cambodge, non. ça mais- avait évolué vers le bas. Au Cambodge, Hein? non, mais dans Là, d'autres pays, oui. les Européens qui travaillent au Cambodge actuellement, il y a les Allemands qui ont quand même un service relativement important, les Italiens, il ne faut pas que j'en oublie, qui a...
Alors, on va demander à Mme Thévenot aussi son point de vue. Alors selon l'ICOM, qu'est-ce que vous répondriez à cette Japonais, question? Oui, aussi, les Japonais. Selon vous, est-ce que monsieur s'est interrogé sur le financement donc, de ces grandes rénovations, restaurations de patrimoine et comment est-ce qu'on le voyait réparti au niveau mondial et dans quelle mesure on pouvait justifier ou donner une idée de l'argent investi? Oui, moi, franchement, j'ignore le financement, les niveaux de dépenses. Je sais qu'il y a une très grande consortium. Oui, mais ça doit dépendre des pays. Voilà, c'est ça. Donc, mais au niveau de l'ICOM, est-ce qu'il y a un comité ou est-ce qu'il y a des spécialistes qui collectent ces données au niveau mondial? Est-ce qu'au sein de l'ICOM, vous avez ça ou est-ce qu'il y a un département à l'UNESCO qui s'occupe de ces données-là? Je pense, non? L'UNESCO doit savoir. Oui, ils ont un département, parce que, en ce qui concerne les sites classés, Cambodge, donc ils ont des dossiers très et ils sont en contact avec le gouvernement qui doit présenter un sérieux dossier de nomination avec tous ces données-là, combien... Mais ce n'est pas votre rôle, à l'ICOM. Non, d'accord. Non, nous sommes sans finances. Non, si, les finances quand même, mais bon, vous existez. Mais bon. Oui. En ce qui concerne le Cambodge, grâce à l'UNESCO, qui a le secrétariat général d'un comité international c'est le CIC contre... voilà, le nom m'échappe en ce moment. Comité international de coordination des actions sur Angkor. Voilà, de coordination. Ça s'appelle le CIC. Il y aura une réunion au mois de juin à Siem Reap. Alors, appartient à ce comité toutes les ambassades présentes à Phnom Penh et qui acceptent de venir là. Il y a beaucoup de pays représentés. À chaque réunion de ce comité, le secrétariat est assuré par l'UNESCO. Ça fonctionne depuis maintenant une quinzaine d'années. La première réunion a eu lieu à Tokyo. La seconde réunion, le comité est présidé par l'ambassadeur de France et l'ambassadeur du Japon. Alors la première réunion a eu lieu à Tokyo, la deuxième réunion a eu lieu il y a quelques années en France, à Paris, là, sur le Cambodge. Voilà. Ça marche pas mal. Il y a, alors, pour travailler... Quand un pays veut travailler sur un monument d'Angkor, il présente un dossier, il demande à travailler. Et le comité a désigné 3 experts internationaux qu'on appelle les ad hoc. Ça rappelle Tintin, mais c'est comme ça. C'est rigolo. Des spécialistes ad hoc. Il y a Pierre-André Lablaude. Pierre-André Lablaude, qui est conservateur des jardins du parc de Versailles. Il y a un spécialiste, un ingénieur italien qui s'appelle Giorgio Croci, qui est professeur à l'université de Rome. Et puis, il y a un japonais qui s'appelle Suzuki, comme tout le monde, là-bas. Et je ne peux pas bien le préciser autrement, mais qui sont des gens, des experts vraiment internationaux, extrêmement forts. Alors, ils examinent le projet, ils corrigent le projet si le projet a besoin, et à ce moment-là, le pays peut commencer les travaux. Et 2 fois par an, les experts, les ad hoc, et moi je les suis toujours chaque fois, puisque j'ai le plaisir d'aller à ces réunions, je les suis, font la tournée de tous les chantiers et font des remarques au cours de la réunion qui suit sur ce qui est leur satisfaction, sur ce qu'ils pensent qui pourrait être corrigé, etc. Mais justement, pour revenir à la question de notre ami, et actuellement, c'est financé par qui ces visites de chantier partout, ça fonctionne comment? S'ils s'intéressaient à l'aspect économique. Je crois que c'est je ne sais pas qui finance les réunions du CIC, il y en a 2 par an. Ce que je peux dire, c'est que le déjeuner qui intervient
C'est est formidable. offert par l'ambassadeur de France et celui du Japon. D'accord. Voilà. D'accord. Alors peut-être que c'est la France et le Japon qui D'accord. payent l'ensemble de la réunion. D'accord. Je Alors peux pas justement, dire. si on continue sur l'aspect économique, j'ai cru comprendre que votre ONG, en fait, ne vit que par le fundraising ou la collecte de fonds, c'est ça? Non, en fait, en ce qui concerne les programmes et projets donc, que je gère, mais les frais d'administration sont couverts par la cotisation des membres. D'accord. Alors, chaque année, enfin, une cotisation à l'ICOM, je ne connais pas le chiffre exact, mais c'est à peu près 50 €, quelque chose comme ça. Mais les pays qui ont un PNB moins de 2000 $ payent la moitié. Donc, on demande, il y a beaucoup de pays qui sont subventionnés comme ça. Mais donc, avec les quelques 27 000 membres qui cotisent chaque année, c'est ça qui fait tourner la boîte pour les 13 permanents, les 13 personnes permanentes au secrétariat. Et enfin, un peu les publications, mais même quelques publications, les nouvelles de l'ICOM. Nous recevons une petite subvention des directions des musées de France, l'UNESCO. Enfin, Parce que vous parliez de collecte de fonds tout à l'heure. oui, alors pour publier, mais tout ce que j'organise comme atelier ou mes publications, les listes rouges, les centres objets ou les ateliers de formation, tout ça, l'argent doit venir des bailleurs de fonds. Donc vous allez chercher des Voilà. mécènes ou des C'est sponsors. ça, donc je dois établir un programme, un budget, et avec ça, le directeur général doit rencontrer les représentants des fondations, des associations pour les intéresser. Enfin, c'est un dialogue au début. Enfin, oui. on voit avec les fondations quelles sont leurs priorités, quelles sont quels sont leurs intérêts. Parfois, enfin, c'est non seulement sur un sujet donné, mais c'est aussi géographique. Il y a des pays qui veulent travailler avec l'Afrique, d'autres qui veulent travailler avec... Donc, voilà, et une fois que tout le monde est d'accord, voilà, on reçoit l'argent et on peut organiser l'activité. Mais c'est plus souvent, si j'ai bien compris, plutôt avec des pays qu'avec non, des... c'est avec des fondations comme le Getty, comme le Rockefeller, le Ford. D'accord. Là, les listes rouges, c'est grâce au département d'État d'Amérique. C'est American Express qui a payé les 100 objets volés, non? Il me semble. Oui, il y a plusieurs... American Express était intervenu. Là, celle-ci, encore, il y avait Fondation ICOM, Réunion des musées nationaux, Ministère de la Culture, l'UNESCO, Florence Gould. Si, Florence Gould. Florence Gould, Foundation. voilà. Florence Gould, voilà. Oui. Et autrement, donc dans la partie qui est votre partie, on va dire, préférée encore, est-ce qu'il y a des mécènes qui interviennent? Ou est-ce que c'est uniquement sont des États? Ce sont les États. D'accord. Bon, c'est principalement les États. Si vous voulez, je crois qu'il n'y a que les États-Unis qui travaillent. Les États-Unis sont représentés par World Monuments Fund. D'accord, qui est une fondation. Une fondation qui énorme. collecte des fonds. Fondation énorme. Mais alors, le défaut, si je puis dire, pour moi en tout cas, de World Monuments Fund, c'est qu'ils collectent des fonds sur des programmes particuliers. Hein? C'est-à-dire, disons qu'aux États-Unis, quand ils ont demandé de l'argent pour Versailles ou pour le Dôme des Invalides, par exemple, ils ont réuni quand même des sommes considérables. Quand ils demandent de l'argent pour un temple d'Angkor, ça vient bien moins bien. Oui, puis c'est-à-dire qu'il y a une autre façon de faire, c'est-à-dire qu'ils doivent rendre des comptes, ils doivent dire on a fait ça. Oui, alors que bon, nous c'est plus dilué, voilà. Ils font des rapports, mais c'est vrai qu'ils ont pris le temple de Prakan, qui est un très beau temple, qui est un grand temple encore, mais qui probablement sur les Américains ne dit pas grand-chose. Et là, manifestement, ils ont du mal. On voit très bien qu'ils ont du mal à vivre. Mais il y a 1 ou 2 ans, il y a eu une grosse subvention du département d'État. D'accord. Je vais poser une question à Jennifer Fenneau.
bien fort, je vous Bernard. avais signalé, un jour signalé que dans une galerie du 6e arrondissement, il y avait un masque péruvien. Bon, je vous avais envoyé la photo, et je prends un cas comme ça, au musée d'Appert, par exemple, il y a beaucoup de masques africains. Prenons l'exemple que quelqu'un, ils font une exposition avec un empreinte à des collectionneurs privés. J'ai une liste rouge, et puis je me dis, il y a un objet qui est tout à fait ressemblant. Alors, je vous téléphone, ou quelqu'un vous téléphone en disant, dis donc, il y a un masque tout à fait semblable à un masque qui peut être volé. Alors, vous envoyez quelqu'un, comment se fait la démarche pour aller saisir, voir, documenter. C'est assez coup à coup. En fait, c'est pas systématique parce que nous n'avons pas les moyens. Mais quand nous voyons que des objets qui sont sur la liste rouge vont être vendus, nous envoyons une lettre à la galerie, à la maison de vente, en disant bon, nous savons que vous allez, enfin dans votre catalogue, cet objet à vendre dans une dizaine de jours. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont protégés par les lois des pays qui interdisent la sortie du territoire. Les lois, on met les lois, et on dit ils sont répertoriés sur la liste rouge, etc. Parfois, et puis on dit, mais si vous n'êtes pas en possession des papiers de provenance, vous ne devez pas vendre ces objets. Parfois, les galeries, les maisons les retirent parce qu'ils ne veulent pas avoir d'ennui. Parfois, ils ignorent la lettre. Parfois, il veut avoir un dialogue en disant « oui, mais nous avons le droit ou nous avons acheté ça de l'arrière-grand-mère, enfin, dans le temps, etc. » Donc, c'est très... ça dépend. Ça dépend. Est-ce qu'ils sont vraiment de bon cœur, de bonne foi? Est-ce que... chaque fois, c'est différent. Parce qu'il y a des pièces mères, par exemple, qui ont été, à l'époque française, coloniale, enfin, nous avions quand même beaucoup de Français là-bas. Il y a beaucoup de pièces qui sont vues à l'époque, dans les années 30, par exemple, beaucoup de pièces de gens, enfin, de Français qui vivaient là-bas, qui partaient, qui revenaient, qui ont ramené dans leur collection des pièces mères. De bonne foi, en ces pièces plus. mères, à l'époque, elles n'étaient pas censées répondre aux nouvelles normes européennes maintenant, avec l'e-droit et autres. Donc, comment vous voyez la chose, une pièce qui a une traçabilité d'une collection française il y a 30 ans, enfin des années 30, et puis qui est en France depuis longtemps dans cette collection Les Descendants. Et bien sûr, cette pièce, elle vient des temples mères. Oui. Ah bah oui, Mais si on n'a pas de... il y a des limites. Voilà, les Il y lois a des limites, ou alors il faut vider Guimet, C'est ça. il faut vider le Louvre, Oui, ça, oui. il faut vider le British Museum. Voilà. Les lois ça, n'étaient pas établies à l'époque. Bon, il y a un exemple phare qui est le musée Barbier-Muller à Oui, Genève. tout à fait, oui. Alors, en ce moment, il y a une exposition, le catalogue, et ça pèse je ne sais pas combien de kilos. Mais, et moi, je pensais que, quand j'ai vu ça, que c'était les empreintes des collectionneurs, mais tout appartient au musée Barbier-Muller. Oui, tout à fait. Et tout est sur la liste rouge Afrique, les Nocs, les Djenné, tout ça. Alors, ils indiquent la provenance comme, et puis avec les articles en disant, ben, nous, on a été là-bas dans les années 30-50, on les a acheté ces pièces, ils nous étaient proposés par les Nigériens, par les Africains même. Voilà, donc... Et même pour la Chine, on le voyait à New York en 2005, il y a des grands spécialistes d'art chinois, parce que l'art chinois est beaucoup moins prisé en France, il est prisé en Belgique, et aux États-Unis, il y a des grands collectionneurs, et il y avait des gens en toute bonne foi, qui avaient en effet, c'est des vieilles familles, des marchands, puisqu'ils sont depuis 3-4 générations, donc ça nous ramène à fin 19e, qui avaient acquis des œuvres il y a très très longtemps, et c'était leur gros problème. Ce sont des grands spécialistes, ils font des grands catalogues de références, etc. Et en fait, donc ils savent plus quoi faire. Enfin, c'est difficile C'est compliqué. Une fois que ces pièces sont aujourd'hui dans les collections, etc., ça dépend vraiment, la plupart du temps, de la bonne foi de celui qui le détient, s'il veut vraiment le rendre. Très difficile. Mais ce que nous essayons de faire après ces publications, c'est d'éviter que aujourd'hui que les pièces quittent le pays, qu'il y a un trafic. Si déjà on peut limiter ça,
c'est... Oui, parce que vous avez à Paris des galeries spécialisées comme bon, il y a une galerie d'art chinois, Barère. Barère. Ouais. Vous avez les galeries Flat, enfin rue des Beaux-Arts, qui est spécialisée sur l'art amérindien. Oh, Ils oh. ont de très belles petites statues Ouais. indiennes en bois magnifiques. C'est pas leur spécialité, ils font d'autres choses. Ouais. Ouais. Ces pièces. Ouais. Bon, alors, ce sont des collections, la plupart des pièces, j'en ai vu récemment, qui viennent des États-Unis. Alors, ça vient de collections privées américaines. Il y en a quelques-unes en France, dans cette galerie. Alors, en fait, ce serait facile pour l'ICOM d'aller de temps en temps faire des visites dans ces galeries spécialisées et puis de faire un inventaire. Oui, oui, comme a dit Madame, le rôle de l'ICOM n'est pas un rôle pénal, ni judiciaire, ni policier. C'est un rôle indicatif et en plus, en effet, pour informer les populations. C'est leur rôle et c'est déjà beaucoup. Quand même, avec nos partenaires et après la conférence de presse qu'on avait au British Museum pour la liste rouge sur l'Afghanistan, il y avait les détectives, les policiers. Ils ont créé ce qu'ils appellent la Heartbeat Team. Et juste après la conférence de presse, ils ont pris les copies de la liste rouge Afghanistan. Ils ont justement visité. Ils ont fait une visite des galeries en disant, bon, montrez-moi ce que vous avez. Ça, c'est sur la liste rouge. Vous ne devez pas le vendre, etc. Donc, on veut que l'action va un peu plus loin. Mais ceci dit, elle va quand même assez loin parce que dernièrement, en France, il a été créé un système, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié le nom. C'est un système qui oblige les collectionneurs, les marchands et les commissaires-priseurs à dénoncer un confrère ou quelqu'un qu'ils soupçonnent alors par exemple, il y a un monsieur qui est allé dans une galerie. Je vous prie de m'excuser, j'ai oublié le nom tellement mais ça m'a été expliqué par le président d'un syndicat très important où j'ai pas rêvé. Qui a osé dire mais on n'est pas la commandature ici et qui s'est fait mal voir de l'administration, enfin des représentants de l'administration. Donc, on va prendre un exemple qui est un exemple. Il y aurait d'autres qu'on pourrait donner dans votre champ d'action. Un monsieur qui achète une œuvre d'art à offrir à sa petite amie et il lui offre, mais il met l'œuvre au nom de la jeune femme. Eh bien, ce monsieur a été dénoncé par le marchand a dû le dénoncer et ce monsieur a été ensuite interrogé et poursuivi pour savoir pourquoi il avait fait la facture au nom de son ami et pas la sienne. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à des systèmes vraiment de contrôle dans tous les sens qui sont quand même graves parce qu'on va arriver à ce qu'on appelle des musées perdus. C'est-à-dire, c'est très connu, il y a des grands collectionneurs, et ça existe vraiment dans le monde, qui cachent littéralement tout leur patrimoine et leur collection, simplement pour leur propre plaisir, même si un jour cette personne meurt dans sa demeure sous terre et que tout ça s'est perdu. Donc on arrive à des systèmes. Moi je peux vous dire, je vous dirai le nom, excusez-moi. C'est le hasard, mais j'ai trouvé une fois, il y avait à Bangkok, il y a toujours un grand magasin qui s'appelle, enfin un grand bâtiment où il y a des tas de magasins d'antiquités, qui s'appelle Riverside, je crois. Quelque chose comme ça, en tout cas. Moi, j'y suis allé. J'y allais depuis quelque temps. Tout d'un coup, je suis tombé devant une inscription que je connaissais très bien. Alors là, j'ai blémi. L'antiquaire me connaissait un peu. Il a pensé qu'il y avait quelque chose. Il s'est précipité vers moi pour me dire que c'était un faux. Alors, je lui dis non, pas celui-là. Ça, c'est pas un faux, je peux vous dire. Je connais bien, etc. Bon, je suis allé voir donc le représentant, le directeur des antiquités de Thaïlande, qui m'a dit je vous connais, je vous crois, je fais saisir la pièce demain matin. Bon, il y avait ce Riverside, je ne suis pas sûr du nom, était plein d'antiquaires et il n'y avait pratiquement que des objets cambodgiens, hein, avec largement 50% de faux, mais enfin c'était cambodgien. Eh bien, je peux vous dire qu'en 2 jours, il n'y avait plus rien. Ils exposaient tout à fait d'autres choses. Et les objets cambodgiens, non, ils n'ont pas disparu, ils étaient vendus en arrière-boutique, c'est tout. Voilà.
C'est très Oui. difficile, on ne peut pas jouer là, alors faire se dénoncer les Non, mais en antiquaires. plus, c'est obligatoire. Faire- hein. oui, Parce oui, que tiens. attendez, parce qu'en plus, ce nouveau système, je vous prie encore de m'excuser, j'ai oublié le nom, parce que c'était une espèce de jeu de mots à la française et à l'anglaise un peu compliqué. Il aurait fallu que je l'ai noté, je l'ai à mon bureau. Et c'est qu'en plus, cette obligation, maintenant c'est une obligation, est basée sur le doute. C'est-à-dire que si on a un doute, on est obligé de dénoncer à l'administration, autrement, on est nous-mêmes considérés comme coupables. Non, quand j'ai entendu ça, alors c'est un monsieur d'ailleurs qui est très connu, c'est un monsieur qui s'appelle quand même Michel d'Auberville, qui est le patron de Bernheim Jeune, qui lui déjà en 39-45 a vu toute sa collection voler, ses collections. Il y a un musée perdu. Bernard Bois m'a gentiment offert le livre de Feliciano. Qui a travaillé sur ce fameux musée perdu parce que sa famille s'est fait voler des collections extraordinaires qui sont à ce jour encore perdues. Et il m'a dit, quand on m'a annoncé que c'était une obligation, ça m'a fait froid dans le dos, ça m'a rappelé des choses qu'on a vécues en 39-45. Donc en effet, c'est compliqué et c'est basé sur le doute, hein, pas sur la preuve. Ouais, Pas sur la preuve. Attendons les réalisations. Bon, enfin, c'est des nouveaux bureaux qui se créent. La Hein. mise en œuvre de ce genre de choses. Oui. Moi, j'y crois pas personnellement. Si vous alors, ça va être. Mais ça existait, quoi. Voilà. C'est comme ça, c'est Voilà. maintenant. Pouvez-vous m'éclairer sur la réglementation européenne justement, Oh là là, ouais, ça dépend des pays. On a mis la coopération, c'est une harmonisation. Non, justement, il y a eu récemment une réunion organisée par le ministère de la Culture au musée d'Orsay sur ce problème-là, parce que tous les législations sont différents, dans toutes les clauses, les durées, c'est... Oui. Il veut vraiment inciter les Oui. pays à travailler ensemble pour résoudre, parce que, enfin, je disais tout à l'heure, les criminels, ils jouent là-dessus, ils savent là où il y a des faiblesses. Donc, si il y avait une unité enfin une Oui, entente oui. là avec l'Union européenne. D'ailleurs, on a ce problème en France. Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Par exemple, en France, les experts indépendants et les marchands de tableaux sont responsables 30 ans de ce qu'ils vendent. On appelle ça la garantie trentenaire. C'est-à-dire que, par exemple, même si vous mourrez demain, votre fils peut être responsable s'il a repris la galerie, par exemple. Bon. Moi, je trouve ça très bien, parce qu'en fait, c'est un point fort pour nous. C'est-à-dire qu'on peut jouer là-dessus. Le problème, c'est que la plupart du temps, personne ne le sait. Hein, et les gens vont voir les commissaires-priseurs parce qu'ils s'imaginent qu'ils ont plus de garanties que nous. Et j'estime que c'est une force. Eh bien, il y a tout un lobby, justement, de marchands et d'experts et même de l'administration qui veulent faire tomber cette garantie trentenaire, ce qui serait une erreur. Parce que, à la limite, moi j'estime que si on le fait savoir, les collectionneurs, ils viendront plutôt acheter en France qu'acheter en effet dans un pays où le marchand vous donne aucune garantie. Ou alors, il y a par exemple des commissaires-priseurs qui vous donnent une garantie qui est tellement courte que le temps que vous ayez fait bouger la justice, que vous ayez saisi la justice, la garantie est terminée. Vous voyez ? Parce que par exemple, un commissaire-priseur qui a une garantie sur 4 ans, le temps de saisir la justice, etc., c'est en général 5 ou 6 ans. Ça dure, Donc, ils ouais. le savent et ils jouent là-dessus. Voilà. Alors, quelles sont les démarches faites concrètement? Est-ce qu'il y a une certaine volonté de coopérer? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que le recel en Suisse Oui. n'était pas prohibé. Alors, Mais il y a des niveaux. Hein. Il y a des législations européennes qui existent. Il y a les deux. On en est où exactement du point de vue législation européenne? Est-ce que c'est le minimum vital? C'est quoi exactement? Non, il y a des... Si, ça fonctionne, la législation européenne. La preuve, par exemple, c'est grâce ou à cause d'eux, on choisira, hein, que le système, par exemple, des commissaires-priseurs a changé. Bon, il a été un peu repris ensuite par le gouvernement français qui a créé le Conseil des ventes, qui surveille quand même les commissaires-priseurs. Il y a une harmonisation, pas en bien, à mon avis, mais chacun ses goûts, hein, avec la TVA qu'on a appliquée aux artistes, alors qu'avant les artistes n'avaient pas de TVA. Donc ça, c'est grâce à l'Europe ou à cause de l'Europe, comme vous voulez. Moi, je dis c'est à cause, personnellement, je n'implique que moi. Donc il y a toute une série, il y a des séries déjà de législation européenne qui ont harmonisé.
hein. Mais comme dit très justement Madame Thévenot, il y a aussi des pays qui tiennent bon. Alors par exemple, on va prendre le droit de suite. Le droit de suite est un droit qui maintenant est imposé en plus de toutes les taxes que l'on paie. Quand on achète un tableau, on doit payer à la maison des artistes ou à la DAGP 4% sur le prix, par exemple, de l'œuvre que vous vendez. D'accord ? Bon, la France et beaucoup de pays ont cette obligation depuis 2008. Les Anglais, qui sont très forts en lobbying, ont obtenu que ça n'entrera en vigueur que peut-être en 2012. Vous voyez ? Donc, comme dit Madame, c'est Oui, c'est pas encore harmonisé. C'est pas plus mal aussi que les pays quand même gardent une certaine autonomie. Oui, hein. oui. Voilà. Oui, oui, oui. Mais il faut savoir, c'est ça. C'est des métiers, hein. Oui, Ce sont des métiers aussi. Voilà. Hein, donc c'est vrai, on comprend pourquoi certains collectionneurs vont acheter en Angleterre, même dans les ventes publiques, plutôt qu'en France, ça fait longtemps, ou en Belgique, ou voilà. Donc, C'est très et complexe. certains resellers vont aller dans certains pays et surtout pas dans d'autres. Voilà, exactement. Donc, Claude Jacques, vous aviez aussi vous deviez avec votre ami nous parler des canaux. Des canaux. Oui, tout ce qui était hydraulique en oui. l'eau encore, L'eau qui est un encore. sujet qui n'est pas connu. Oui, mais je crains que... Il vient- D'abord, mon ami n'est pas là. Et la prochaine fois, et vous viendrez tous les il est deux. peut-être un peu tard. Non, je sais. Et vous viendrez tous les deux nous en parler, parce que c'est un sujet que je ne connaissais pas du tout, qui me paraît fort intéressant. Oui, ben, moi j'ai un point de vue, mais je connais rien. Enfin, l'eau, je connais, je suis pas... Lui est spécialiste de l'eau, moi pas du tout. Mais il est d'accord pour venir une prochaine fois. Et il est d'accord pour venir pour une fois, il est même d'accord pour que je vienne, que je Ce sera l'accompagne. formidable. Ce sera formidable. Parce que moi, je peux lui plaisir. donner, Avec je peux lui plaisir. donner une idée, ce qu'il n'a pas. Il n'est pas historien, et je peux donner une idée de l'apparition de ces canaux au fur et à mesure, puisque encore, c'est vraiment une création de l'homme. Tout est artificiel. Vous pouvez quand même résumer en 2 mots ce qu'il aurait été susceptible de dire. Ah, alors là, c'est difficile. Il Donc, faudrait que je faudrait lui téléphone. Ah Ah ben encore il y a l'eau. Bon, encore, c'est dans un pays un climat de mousson. Ça veut dire qu'il y a de l'eau, beaucoup d'eau, et trop même, pendant 4 mois. Il y en a pendant 2 mois répartis dans l'année un peu moins, et il y a le reste du temps, c'est sec. Donc, il est essentiel d'avoir des réserves d'eau. Et enfin, quand on parle de l'eau à Angkor, il faut parler des barailles, qui sont ces espèces d'immenses réservoirs qui ne sont pas creusés, mais dont l'eau est conservée à l'intérieur de digues. Et ce sont des digues énormes, puisque grâce à mon frère qui travaillait au laboratoire des ponts et chaussées, il a pu me calculer les digues représentent à peu près le déplacement de terre qui correspond au déplacement moyen de terre pour faire une autoroute moderne. C'est pour donner peut-être une idée. C'est des digues qui font à peu près 200 mètres à la base, 10 mètres ou quelque chose comme ça au sommet, et puis à peu près 8 à 10 mètres de haut. Bon. Et le plus grand barail est un petit bassin qui s'étend sur 8 km de long et 2 km 200 de large. Vous voyez que ça fait une réserve formidable. Alors l'intérêt de conserver l'eau entre des digues, c'est que l'eau est toujours, si vous voulez, théoriquement, on peut puiser l'eau, l'eau est toujours en charge, si vous voulez, et donc peut être relativement facilement distribuée. Mais le système n'est pas très facile. Mon ami François Legrand m'a dit qu'il a un jour qu'il allait m'expliquer. Je ne suis pas sûr de comprendre. Lui, apparemment, il a des lueurs sur le problème. C'est une eau qui est destinée à quoi? À irriguer, À l'agriculture. À l'agriculture. Il y avait des Certainement. motifs, et des motifs aussi, des sculptures, non? Ah ben il n'y a pas de sculpture là, non. C'est la vraiment construction. des D'accord. digues en terre. Hein. D'accord. Bon, les sculptures, c'est dans les monuments. D'accord.
Bien écoutez, je vous remercie. Comme souvent, les interlocuteurs sont tellement intéressants qu'on n'a pas envie d'arrêter, mais malheureusement, la technique est là pour nous dire stop. Donc, je remercie Madame Jennifer Thévenot, donc de l'ICOM. Je vous remercie de m'avoir invité. Et nous- J'ai apporté plein de listes rouges, donc Ah, c'est gentil. prenez-les. Hein, Merci beaucoup. Prenez les exemples. Merci beaucoup. Et bien sûr, notre invité Claude Jacques, on espère qu'on va pouvoir faire un feuilleton audiovisuel pour pouvoir travailler, apprendre encore plein de choses sur Encore, parce qu'il y a vraiment tellement de Voilà. choses à dire. Il y en a encore beaucoup. Hein? Je ne sais pas tout. Voilà. Alors, c'est qu'à voir. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous dis au revoir et à très bientôt sur Internet, très bientôt. Et donc, réunion, rendez-vous. La prochaine réunion, c'est le 10 mai, Voilà. avec Aline Boulma et le peintre hongrois Alfred Reit. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour le symposium Aréar et l'association Aréar le 10 mai. Merci beaucoup et au revoir.